Bienvenue dans ce webinaire avec Serge Zaka, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour parler adaptation au changement climatique, impact constaté sur le terrain et un peu qu'est-ce qu'on anticipe aujourd'hui de tout ça. On a 1 heure et demie avec toi, Serge. Ben, Serge, bienvenue. Merci d'être là avec nous. Donc bonjour à tous et je suis très ravi d'intervenir pour Kamehameha Production. Alors j'adore votre nom Kamehameha parce que j'étais fan de Dragon Ball Z, hein, mais bon c'est Ouais, pas le j'en sujet de la ouais. visio. Sur ce film, La théorie du boxeur que j'ai vu il y a 2 ou 3 ans maintenant, hein, quand même, hein, et, Ouais, tout à fait. et que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié parce que j'aime les choses factuelles, j'aime les choses qui sont pas clivantes, les choses qui sont terre à terre, terrain, qui remettent l'homme au centre des intérêts aussi agricoles. Et j'ai tout aimé dans le film. Voilà, c'est pas pour te balancer des fleurs, mais j'ai tout aimé. Et pour les personnes qui l'ont pas vu, s'il y en a qui l'ont pas vu, je vous conseille de le voir. Voilà. Eh ben super, merci pour ce lancement. Ben, je voulais te proposer peut-être, Serge, de dire 2 mots, toi, sur ton parcours et on va dire et ta vision, peut-être un petit peu pour entamer la discussion. Sur mon parcours, je suis ingénieur agronome et docteur en agroclimatologie. L'agroclimatologie, il y a deux branches, hein, pour ceux qui connaissent. Il y a l'agrométéorologie, c'est le court terme. En gros, la météo, c'est les prochains jours, le temps qu'il fait. Evelyne Delia vous le dit très bien, le temps qu'il va faire dans les prochains jours, ou les applis météo, Winat, Syncrop, on a aussi les données du CRIAM, du côté de Carpentras. Et cela permet de connaître le temps qu'il fait et donc d'adapter la production agricole. En gros, s'il y a un gel de prévu, est-ce que je dois mettre des bougies sous les arbres, des fils chauffantes, tourner les moulins avant? Est-ce qu'il y a une canicule de prévu, je protège mes animaux? Ça, c'est du court terme. Ça, c'est plus quelque chose d'agricole. Et les agriculteurs sont plus agro-météorologues que moi-même. Moi, je constate sur des cartes et des zones en prévision. Et après, les agriculteurs travaillent sur le terrain. Et l'agroclimatologie, c'est un peu différent. C'est des évolutions climatiques à long terme. Donc, c'est l'impact du climat sur l'agriculture. En gros, quelle production dans quelle région en 2050, en 2070? Est-ce qu'il faut changer de variété de pommes? Est-ce qu'il faut investir dans une filière pistache du côté de Cavaillon? Est-ce qu'on doit planter des agrumes du côté de Sète ou de Narbonne? Qu'est-ce qu'on va travailler sur le territoire dans l'avenir? Comment? Est-ce qu'il faut réfléchir sur le sol? Est-ce qu'il y aura plus de gelée tardive aussi? Est-ce qu'il faut investir dans du matériel de protection? On l'a vu dans le film. Euh, Est-ce qu'il y aura plus de brûlures foliaires, de stress sur les fleurs, des courgettes, des tomates, enfin pour le maraîchage, des pertes de production de lait en 2050? Est-ce qu'il faut travailler sur le bâtiment d'élevage? Donc c'est plus des décisions socio-économiques et politiques. Ça fait intervenir l'agriculteur, certes, mais c'est des décisions aussi d'investissement d'État, de direction d'État. Justement, c'est ce qui manque actuellement, d'investissement aussi au niveau des filières agroalimentaires, des stockeurs, des revendeurs, des transformateurs. Enfin, voilà, c'est plus global l'agroclimatologie sur le terrain. J'en parle beaucoup sur mes réseaux sociaux pour ceux qui me suivent de ces différents impacts. Bah, super, N'hésitez pas à ouais. poser vos questions dans le chat si vous en avez, soit sur le film, soit sur ce qu'on se dira dans le jeu de questions-réponses. Mm. Bah, pour attaquer un peu justement les questions que moi j'aimerais te poser, on est assez pris en ce moment là par des crises sanitaires au niveau de l'élevage. Donc là, il y a la DNC en ce moment qui a fait beaucoup parler d'elle et qui fait des gros dégâts. Mais on a eu récemment aussi, et encore en ce moment, la grippe aviaire, la MHE, la FCO, donc il y a un peu tout le bestiaire. Ça a toujours existé, je pense. Là, j'ai l'impression qu'on est sur quand même une bonne accélération de ce type d'épisodie. Qu'est-ce qu'on peut anticiper? En tout cas, quel retour toi tu as de ça et qu'est-ce que tu analyses par rapport aux activités d'élevage dans les années à venir? Est-ce qu'il y a aussi des cas d'études de pays plus au sud qui permettent de savoir un peu vers quoi on va? Ouais. Alors, je vais l'analyser au prisme climatique, parce que je suis pas, on va dire, vétérinaire, donc je ne pourrais pas parler de la maladie en elle-même et de ses systèmes de protection et du vaccin. Moi, je l'analyse en termes climatiques. Il y a trois axes sur les animaux d'élevage. Le premier point, ce sont les vecteurs de maladies qui sont eux-mêmes, les mouches, les moustiques, les pucerons, ça c'est plus pour les plantes, mais qui sont eux-mêmes sensibles au climat. Donc, premier point, on va parler de ça. Deuxième point, c'est les animaux en eux-mêmes, ils peuvent être soumis à des stress thermiques. La vache,
un corps et ce corps-là peut être soumis à des stress thermiques. Et le troisième point, c'est sur la nutrition animale, donc les prairies, le maïs, ce qu'on leur donne à manger, qui aussi est impacté par le changement climatique. Donc, il y a ces trois prismes-là qui sont impactés par le changement climatique. Tu as parlé de la DNC, donc forcément, je vais commencer par ça. Comment intervient le climat? Il faut savoir que le premier facteur de vecteur de maladie hors oiseaux, hors grippe aviaire, quoi, c'est le déplacement des animaux infectés. C'est pas le climat. C'est-à-dire le déplacement des animaux infectés qui vont ramener avec eux sur les animaux ou dans la bétaillère ou dans les structures de transport d'animaux, qui ramènent avec eux des vecteurs de maladies infectées, c'est-à-dire des moustiques, des moucherons, des tans, enfin, tout ce qui peut amener cette maladie avec lui. Donc ça, c'est le premier vecteur. Et pour le végétal, c'est pareil. Pour les insectes aussi, c'est généralement pareil. Par exemple, le, la, le frelon asiatique n'est pas venu à cause du changement climatique, mais il est venu par des transports. Et le changement climatique, bah, en arrivant en France, bah, il s'est dit, bon, finalement, il fait plus chaud finalement en France et je peux m'étendre. Donc le changement climatique arrive dans un second plan. Le premier plan, c'est le transport d'animaux infectés ou le transport de matériel infecté, qui sont le premier vecteur de transmission de maladies. Sauf qu'en fait, ces maladies-là, comme le chikungunya, comme la dengue aussi pour l'homme, elles arrivent depuis 50 ans. Elles arrivent par le port de Marseille ou par l'aéroport Charles de Gaulle, dans des avions, dans des transports, dans des valises. Mais quand elles sortent à l'extérieur, il fait trop froid et l'insecte meurt en hiver en général. Mais là, cette fois-ci, on continue à faire venir des maladies, mais cette fois-ci, elles ont un climat plus doux par rapport à d'habitude et elles peuvent s'étendre sur le territoire. Donc, ce qui se passe, c'est que pour les animaux, on a eu des transports d'animaux infectés très certainement vers les Pyrénées. Et derrière, bah, vu qu'il n'y avait pas de gel, du moins jusqu'à Noël, parce qu'on a eu des périodes de douceur assez importantes à l'automne et jusqu'à Noël, et bah, les insectes qui étaient infectés ont commencé à on va dire, répandre un peu partout, entre les animaux d'une même ferme ou entre fermes à proximité. Certes, l'activité des insectes n'est pas aussi importante qu'en été, mais ils peuvent quand même un minimum se déplacer. Maintenant, depuis qu'on a eu cette histoire de gel là, et, de période de froid importante, quand même avec des températures entre -5 et -8, ça a, entre guillemets, nettoyé la vermine. Et du coup, c'est ce qu'on disait à l'époque, hein, dans les années 50-60, ça nettoie la vermine, c'est le meilleur insecticide, le gel. Et ça a un peu ralenti cette progression de la maladie. Maintenant, c'est les transports d'animaux infectés qui peuvent toujours transférer cette maladie. Mais entre fermes, je ne pense pas qu'il y a encore suffisamment d'activité d'insectes avec le froid qu'on a eu. Le problème du changement climatique, donc sur ces maladies, c'est que premier point, ça peut intégrer de nouvelles maladies pour les hommes, les animaux ou les végétales, hein, qui essayent d'arriver depuis 50 ans, mais qui ont un climat plus doux maintenant. On a le chikungunya, la dengue maintenant dans certains villages du sud de la France, je tiens à le rappeler, et ça sera de plus en plus régulier tous les étés. Deuxième point, c'est le manque de gel. Alors là, on a peut-être eu une période de froid intéressante, mais les hivers d'avant, on a eu très peu de gel par rapport à d'habitude, ce qui fait qu'on a une survie hivernale des maladies, ou du moins des vecteurs de maladies, et une petite légère reproduction dans les étables où il fait un petit peu plus chaud, il n'y a pas trop de gel, parfois même à l'extérieur, parce que dans certains coins, certains hivers, il a très très peu gelé. Et donc, c'est vraiment le manque de froid qui est le facteur le plus important sur ces vecteurs de maladies. Ça, c'est pour les animaux à quatre pattes, quoi, ou à deux pattes. Par contre, pour les oiseaux, il y a beaucoup d'effets de migration aussi. Beaucoup plus d'effets de migration que de climat, du moins à ma connaissance, parce que je l'ai pas étudié. Donc ça, c'était tout l'axe sur les animaux, sur les maladies. L'axe maintenant sur les animaux d'élevage en eux-mêmes, on a une augmentation des stresses thermiques qui est attendue avec le changement climatique sur les animaux d'élevage, et donc forcément une diminution de la production de lait associée aux canicules sur ces vagues de chaleur, quoi. J'ai de la carto, hein, c'est mieux vaut montrer une carto qu'un grand discours. Je sais pas si vous voyez mon écran avec les deux cartos là. Ouais, carrément. Ouais. Du Ouais, coup, ouais, on ouais. a la perte de production là en 1970, elle en 2070, dans un scénario de réchauffement modéré à fort. On voit que le sud de la France est très concerné par les canicules estivales, avec des pertes de production lait qui peuvent aller jusqu'à -20% en été par rapport à ce qu'on a actuellement, et que l'une des principales voies d'adaptation, c'est le bâtiment, notamment pour les animaux qui peuvent accéder au bâtiment, les vaches laitières par exemple.
Vous pouvez travailler sur le bâtiment d'élevage. Bon, après, il y a plein de pistes d'adaptation, mais je suis pas là pour faire une conférence, plutôt pour prendre des questions. Donc, je vais pas dérouler toutes les slides parce qu'on pourrait y passer des heures. Et le troisième point, c'est notamment la prairie. La prairie, le maïs qui pourrait être impacté. Alors, du côté de 10, c'est important aussi tout ça pour les animaux dans le Vercors ou plus en altitude. La perte de production prairiale, notamment en été, est très importante. Vous avez la courbe rouge ici qui correspond à 2070. Bon, c'est la courbe de Nantes, mais c'est à peu près le même principe partout. On produit plus au printemps et on produit moins en été par rapport à la courbe bleue de 1970. Ici, donc un décalage de la production vers le printemps, parce que les printemps seront plus doux, plus vieux, CO2 aussi en excès, alors que les étés seront trop secs. Donc il y a plein d'adaptations derrière sur la gestion du stock, les espèces présentes, la gestion des paysages, le métail, le lien végétal-animal aussi. Enfin, il y a plein d'adaptations qui sont bien sûr dépendantes, territoire dépendant, quoi. Voilà. Donc, je t'ai fait une vision globale de l'impact du changement climatique sur l'animal d'élevage en hyper accéléré. Bien sûr, il y a plein de détails à rajouter. Mais ouais, ça commence par ce fait d'actualité qu'est la DNC. Après, je pourrais pas répondre aux questions. Est-ce que la vaccination fonctionne, la période d'incubation, l'abattage aussi systématique. Ça, je ne connais rien du tout. Mais alors, ça, c'est plus de l'ordre vétérinaire que agroclimatologue. Mmh. Voilà. Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, en termes d'impact, on n'a pas, en tout cas au niveau du grand public, pas forcément identifié que le changement climatique allait aussi poser problème sur les élevages. Et d'ailleurs, là, dans les médias, le lien est assez peu fait aussi entre changement climatique et la multiplication aussi des épizooties, même si c'est pas le seul facteur, Ouais. comme tu l'as dit. Il y a quand même un Oui. lien, il y a quand même une corrélation dedans. Et du coup, on a un peu l'impression là qu'il y a aussi beaucoup de phénomènes qu'on voit passer dans les médias où le lien n'est pas forcément fait avec le changement climatique. Bah, il y a beaucoup d'émotions sur ce sujet par rapport à l'abattage des animaux, ce qui est tout à fait compréhensible, hein. Je considère que les éleveurs sont attachés quand même un minimum à leurs animaux. Il y a un patrimoine génétique aussi de la part des éleveurs. Et je comprends tout à fait le sentiment qu'on peut avoir quand on a un troupeau infecté. Toute cette émotion a masqué un petit peu le raisonnement sur le changement climatique. Je pense que ça viendra plus tard, le temps que l'émotion se calme. Euh, et derrière, tous les aspects d'adaptation au changement climatique viendront, d'explications viendront plus tard. Mais, ce que je trouve dommage dans tout ça, c'est que ces impacts du changement climatique sur le risque de vecteurs de maladies et de maladies sont connus depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que la recherche parle de ça et que derrière, je pense que l'État pourrait peut-être un peu plus anticiper en amont sur des plans à mettre en place très rapidement, parce que je trouve qu'on a perdu beaucoup de temps sur qu'est-ce qu'on fait pas, dans quelle région. Je trouve qu'il y a, dès la détection d'une maladie venant des pays tropicaux, il faut mettre en place un cahier de charges à mettre en place très rapidement sur le terrain pour protéger l'extension de de cette maladie. Et on n'a pas le droit d'avoir une période de flattement, ne serait-ce que d'une semaine. Il faut rapidement travailler et je trouve ça dommage que le fait que les scientifiques parlent de ce risque de baisse de gel, de risque d'épisodie qui devient de plus en plus important à cause des vecteurs de maladies qui sont toujours présents, qui s'étendent dans l'année. Je trouve qu'il y a une période de flottement qui n'est pas forcément acceptable après 20 ans d'études, de se dire qu'est-ce qu'on fait et une période de mauvaise anticipation, c'est-à-dire qu'on a des maladies qu'on sait qui vont arriver, qui sont présentes plus au sud, des moucherons sur l'olive, sur les agrumes, sur plein de choses qui peuvent remonter. Et en fait, on commence à réfléchir dès que la maladie est déjà sur le territoire. Hmm. On a un peu de mal à anticiper, alors qu'on sait très bien que ça va arriver. Et je trouve qu'on est trop dans l'émotion, dans tout ça, on n'est pas dans l'anticipation. Et on n'est pas dans l'écoute des scientifiques qui alertent sur ces sujets-là. C'est pas totalement mon cœur de métier d'alerter sur ces maladies. Je travaille sur le changement climatique. Il y a d'autres, c'est vraiment leur spécialité et ils alertent sur ces sujets-là. Il y a une question d'Alexandre Parlange dans le chat. Est-ce
est-ce qui fait que le max de production par jour est plus haut en 2070? Alors, le max de production par jour est déterminé généralement par la génétique de l'animal, beaucoup plus que le climat. Quand le climat est très favorable, en fait, on peut pas dépasser un certain seuil de génétique. Je crois que c'est 37 litres par jour pour la prime Holstein. Alors, je me trompe peut-être de quelques litres. Il y a certaines vaches laitières, des races à viande qui sont plutôt plus basses. T'as la race Hérins qui est en Suisse, je crois que c'est 25 litres par jour. Mais ça, c'est plutôt génétique. Donc après, sur cette base génétique de maximum de production par jour, on ajoute un stress thermique qui permet de diminuer la production en fonction de stress thermique. Alors, il y a une autre question sur quand on parle de gel. Ce qu'on a perdu surtout, c'est une période continue de gel d'au moins un certain nombre de jours consécutifs. C'est bien ça. Il y a les deux. Euh, oui, sur les tiques, c'est le cas. Sur les chenilles processionnaires, c'est le cas. Enfin, là, on a parlé des animaux d'élevage, mais ça concerne aussi l'homme. Alors, on a les deux. On a des périodes de gel qui sont de moins en moins fréquentes. Là, j'ai un super graphique que j'ai fait il y a quelques jours sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent. Je vais essayer de le charger pendant qu'on discute. En fait, on a des périodes de gel qui sont de moins en moins fréquentes, de moins en moins intenses et de moins en moins longues. On a tous ces critères-là, qui réduisent le risque de dégâts dus au gel sur les insectes vecteurs de maladies. C'est hyper chiffré, hein. On a divisé. Alors, sur le nombre de jours de gel, c'est vraiment très chiffré. Je vais vous montrer parce que je préfère montrer des graphiques que parler. C'est vachement plus parlant. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, ici, vous avez par exemple le nombre de jours de gel à Notre-Dame-des-Landes, à Angers, à Tours et à Toulouse. On peut imaginer sur les autres régions de France. Et le nombre de jours de gel entre 1950 et 2100. Pour le scénario le plus chaud, c'est le scénario rouge et le plus frais, c'est le scénario vert. Donc les couleurs représentent le futur. Et vous voyez bien une belle diminution ici du nombre de jours de gel sur toutes les régions françaises, donc un risque de maladie qui peut être donc en nombre de jours de gel, ça diminue, mais aussi en durée et intensité. Et sur la durée et intensité, j'ai aussi une belle infographie qui est hyper explicite sur le sujet, que j'ai mis sur mes réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps. Vous avez ici chaque bulle, c'est soit une canicule pour les couleurs chaudes ou soit une vague de froid pour les couleurs froides. Depuis 1900 jusqu'à 2026, du coup. Et donc, là, vous voyez qu'on a un certain nombre de bulles de vagues de froid jusqu'en 2000. Et depuis les années 2000, on a de moins en moins de vagues de froid. Elles sont de moins en moins intenses puisque les bulles sont de plus en plus petites. À l'inverse, en parallèle, les vagues de chaleur sont, elles, de plus en plus intenses, mais aussi de plus en plus fréquentes. Ça fait 7 ans, bientôt 8, qu'on n'a pas eu de vagues de froid en France, alors que, on a eu 24 canicules en parallèle. Voilà, donc ça donne une idée de l'évolution de l'évolution sur le sujet. L'INRAE, dans les commentaires, a inauguré en décembre la serre Arch Insect Proof pour protéger un des 5 plus grandes collections mondiales d'agrumes face au risque de maladies qui remontent. Alors, il y a ce système de protection dans les serres, oui, mais, n'oublions pas que l'INRAE travaille aussi sur l'évolution des maladies et que je pense que le lien, ils produisent des choses qui sont hyper intéressantes, mais que derrière, c'est au niveau politique où il n'y a pas forcément de réaction, d'adaptation par rapport à ces risques qui émergent. C'est pas un problème scientifique pour moi, c'est un problème de prise en compte, d'anticipation, de mise en place de moyens, il y a plein de choses derrière qui, entre guillemets, merdent. Et voilà, Fabien Schex, où se positionne le dernier coup de froid sur le graphique, il n'a pas atteint le seuil de vague de froid au niveau national, il l'a atteint uniquement en région Midi-Pyrénées, donc même pas Occitanie, c'est Midi-Pyrénées, l'ancienne région. Et donc il n'y a pas de bulle de vague de froid en France. On a atteint les moins 1,2 à l'échelle nationale, alors qu'au niveau national, pour atteindre le seuil vague de froid, il faut atteindre les moins 2 degrés. Donc on était assez proches. Ceci dit, ça a pas mal marqué les esprits parce que ça fait à peu près 7 ans qu'on n'a pas eu autant de froid en France. Alors que je pense que si on était en 1970, si on aurait fait la une des médias, parce qu'il y a BFM TV qui a quand même fait la une des médias pour aller filmer du givre dans les jardins de Paris,
Je pense qu'en 1970, il se serait foutu de notre gueule. Voilà. Peut-être Bref. un petit rebond sur la question du gel. Finalement, c'est vrai, quand on parle réchauffement climatique, on a beaucoup en tête les vagues de chaleur, la sécheresse et tout. Mais donc, comme là, tu l'as bien montré, ça impacte aussi grandement le rapport au froid et la présence du froid et donc des températures négatives. Et j'avais envie de faire un petit parallèle avec le film où on voit le cas particulier de l'arboriculture qui est très, très impacté du coup par ce phénomène. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelle est la situation, on va dire, agronomique là au niveau de tous les vergers qu'on a en France? Et comment ils vont pouvoir ou pas évoluer par rapport à cette situation de moins de froid. Qu'est-ce que ça va jouer? Alors, tout à fait, il y a plein d'autres facteurs, parce que là, on a fait un prisme DNC en entrée, mais on a parlé des maladies. Mais le froid est important pour plein d'autres choses en agriculture. Et pas qu'en agriculture, dans tous les écosystèmes. Le froid, il est important en agriculture pour structurer le sol. Des périodes de gel permettent de rentrer dans les parcelles. Ça structure bien le sol aussi. Bon, ça, c'est un cas à part, important, mais là, on va le mettre à part. Le froid est très important aussi pour les arbres. Tu vois, par exemple, un pommier golden, il a besoin de 1000 heures de froid pour fleurir. Et quand je dis 1000 heures de froid, c'est 1000 heures en dessous des 7,2 degrés. Bah, sinon, il ne peut pas être cultivé là où il est actuellement cultivé. Sinon, il fleurit pas. En réalité. Tu vois, par exemple, l'un des principaux facteurs d'aire de répartition du pommier golden, c'est notamment le manque de froid en hiver qui fait on aura des problématiques de floraison. Vous l'avez ici, l'aire de répartition de Golden. Vous voyez, les zones en vert, c'est là où la Golden peut s'implanter. Et dans les données climatiques futures, on voit que Golden disparaît progressivement de France et va remonter vers la Russie, encore une fois. La Pologne, la Suède, la Biélorussie, l'Allemagne, l'Écosse, l'Irlande. Parce qu'en fait, il ne fera plus suffisamment froid pour faire fleurir la pomme golden, ou du moins qu'elle fleurisse dans des conditions optimales. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va mourir de faim quand on va manger de pommes, hein. Me dites pas ce que j'ai pas dit, c'est qu'il faut changer de variété de pommes et qu'en parallèle, un arbre, c'est quand on plante maintenant, c'est pour plusieurs années, dizaines d'années parfois. Donc, quand on pense à 2050, c'est aujourd'hui, hein, pour l'arbre. Et on voit au début du film, là, dans la théorie du boxeur, justement des arbres qui ont des problématiques de floraison parce qu'ils ont fleuri trop tôt. Et ça aussi, c'est un autre problème, c'est que en 2021, on a eu une floraison hyper précoce, parce qu'il a fait très doux en mars, vous l'avez juste là. Il a fait vachement doux, il a fait entre 25 et 30 degrés sur la plupart des régions fin mars, quoi. Et après, il y a eu une descente d'air froid que vous avez ici en avril. Le problème, c'était pas la descente d'air froid, il a toujours gelé en avril. Le problème, c'est qu'il fasse entre 25 et 30 degrés fin mars, quoi. Et donc, les végétaux se sont à la fois réveillés trop tôt, étaient sensibles au gel, et ça a fait 2 milliards de pertes de rendement. C'est ce qu'on voit au début du film, et ces phénomènes de printemps précoce, et on appelle ça un faux printemps, sont amenés à se répéter au moins jusqu'en 2050. Après 2050, on verra. Il y a des évolutions à la baisse de niveau de ce risque de gel, mais c'est pas à cause du gel. Il fait pas plus froid en avril. C'est à cause de la sensibilité au gel qui est plus importante, à cause de l'avancée des floraisons, à cause de douceur en janvier, février et mars. Donc, c'est un des impacts du changement climatique également. Voilà, sur ce gel-là, en adaptation, bah là, c'est de l'aire de répartition des arbres qui évolue, c'est des systèmes de protection. Il y a des recherches sur les hormones également, des produits de biocontrôle qu'on peut épandre sur les arbres pour les protéger contre le froid, enfin, à l'arrivée du gel, qui vont synthétiser, par exemple, des molécules de sucre à l'intérieur de l'eau de la feuille, de l'eau cellulaire de la feuille, qui permettront de faire baisser le seuil de gel et éviter que les cellules explosent quand il y a du gel qui arrive derrière. Enfin voilà, c'est Bon. il y a plein de techniques, hein, mais c'est vraiment un point important pour la clairette de Die, par exemple, hein, que tu connais bien. Et justement, à partir de quel moment tu dirais, quelle méthode on a pour déterminer un seuil critique à partir duquel, en fait, il faut changer, par exemple, de variété? Parce que ce qu'on voit dans le film, c'est qu'il y a beaucoup de méthodes d'adaptation. Donc là, je suis toujours dans le cas de l'arbo, mais ça peut aussi concerner la vitie, il me semble. On est sur des méthodes d'adaptation qui sont quand même très costauds, quoi, entre les tours antigel, entre les bougies, voire l'aspersion, voire on voit aussi ces tourniquets à gaz.
qui sont achetés, qui sont des investissements quand même assez lourds, hein. Une tour antigel, on parle de 60 000 euros par hectare. Ouais, Euh, il y a le climat qui continue d'évoluer. À partir de quel moment et comment on peut conseiller et qui peut conseiller les agriculteurs pour dire aujourd'hui, voilà, il y a telle ou telle variété maintenant qu'il ne faut plus mettre, ou finalement ouais, investir là-dedans, c'est un cul-de-sac. Est-ce qu'on sait le dire ou est-ce qu'au finalement on va le découvrir au fur et à mesure? ouais. Bah alors là, t'as deux réponses, hein. T'as une question court terme, une question long terme. Parce que si par exemple j'ai déjà la clairette de Die ou j'ai déjà des abricotiers dans la vallée du Rhône, je veux dire, s'il y a un gel qui arrive, il va falloir les protéger quand même dans l'année à venir. Là, tu as des outils qui sont développés, alors je travaille dessus, c'est un site gratuit, c'est agrométéorologie.com, hein. Tu prends le végétal, tu prends le potentiel de perte par gel, tu prends un abricotier et on va faire semblant que l'abricotier est en pleine floraison, ce qui est faux. Hein, c'est juste pour avoir des dégâts dus au gel. Et tu prends le modèle Icon et le 16 janvier. Voilà. Alors, le 16 janvier, un abricotier en pleine floraison. Je rappelle, ce n'est pas le cas. Alors, le modèle Icon, je sais pas ce qu'il fait là. Ce n'est pas le cas. Il y aura pas de gel. Hein, il n'y a pas de floraison le 16 janvier. Donc, c'est juste pour la démo. Mais vous voyez qu'en Russie, par exemple, on a des risques de gel qui sont importants. On a 100% de dégâts. Mais c'est normal, ils gèlent beaucoup. Je vais prendre plutôt le modèle GFS et je referai monter à mon informaticien qui a un problème de cartographie pour le modèle Icon. Là, tu vois, par exemple, le 18 janvier, imaginons qu'on est le 18 mars et que les abricots sont en fleurs et que là, s'il y a une descente d'air froid en Pologne, on aura 100% de perte de rendement. Donc ça, c'est de l'anticipation court terme. Et le 20 janvier, on a ce retour du gel. Donc là, c'est le 20 janvier, le 21 janvier, tu vois, on a une retour du gel par un retour d'Est et donc des risques de gel qui reviennent en France. Voilà, donc déjà, ça, premier point, ces outils-là, ça permet de savoir quelles sont les régions les plus impactées et quand est-ce qu'il faut agir suivant le stade de développement de la culture. Donc, c'est de la prévision agro-météo. Donc, ça, c'est un site gratuit que je développe pour répondre à ces problématiques-là. Ça, c'est pour le court terme. Alors, sur le long terme, c'est un peu différent parce que sur le long terme, là, il n'y a pas forcément de site internet, mais sur le long terme, ça va plutôt être des études qui vont être faites au niveau de la climatologie, quoi. En fait, c'est de la modélisation. Je suis en train de vous montrer, je vais vous montrer ça. Donc, par exemple, de se connaître l'évolution du risque de gel dans un contexte de changement climatique, de connaître le risque de gel dans un contexte de changement climatique et son évolution avec l'évolution de la date de floraison et l'évolution des risques de gel derrière. Je vais vous charger ça parce que ça va être plus visuel. Si je prends par exemple les dégâts dus au gel sur la variété, je prends au hasard la variété Colorado d'abricot, euh, vous l'avez juste là, je vous le mets ici. Et donc là, c'est en 1952, en 1964, en 1992, et vous voyez toute cette zone rouge là qui fait que l'abricot Colorado ne peut pas s'implanter. La zone grise c'est proscrit complètement parce qu'il y a trop de risques de gel. Et vous voyez cette zone rouge qui se décale du sud-ouest de la France vers le nord-est, où c'est là où on aura les risques qui augmentent dans le nord-est de la France avec l'évolution de l'abricot par le sud. Voilà, donc en Pointe-Bretonne ou en Languedoc, il y a présence de risque de gel dans l'arrière-pays, mais qui disparaît progressivement après 2005. Bon, du coup, ça, c'est des études qu'on fait à court terme, donc ça, c'est le site agrométéorologie, et à long terme, c'est un peu des cartos comme ça pour mieux anticiper les risques. En gros, tu veux planter de l'abricot Colorado dans la vallée du Rhône, alors, je ne conseille pas de le faire avant 2030-2040, bien sûr, mais en tout cas, si vous voulez le faire dans la vallée du Rhône, dans les zones un petit peu déventées, vous pouvez planter de l'abricot Colorado, mais il faut penser aux fils chauffants, aux bougies, parce qu'il y aura des risques de gel qui resteront présents dans un contexte de changement climatique. Voilà. Voilà, je t'ai fait un petit peu un petit tour de comment on bosse là-dessus, sur ces différents sujets, mais ouais, c'est vachement étudié aussi et on essaie de faire du mieux pour apporter de la connaissance technique, scientifique sur le sujet. C'est pas parfait, il y a des améliorations à faire, mais on essaie de faire du mieux. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, même par rapport à vos problématiques régionales, hein, on est là pour ça. Et je rebondis du coup sur cette présentation, Serge.
Comment toi, tu as l'impression que ces données et donc ces méthodes de modélisation scientifique que tu promeus, que tu développes aussi, hein, super pour le site Agroclimat, quoi, ça va pouvoir aussi, je pense, vraiment aider à rentrer dans cette compréhension-là. Comment tu as l'impression que toi, c'est repris sur le terrain? Est-ce que tu vois que des conseillers chambres d'agriculture, est-ce que tu vois que même à des niveaux régionaux, c'est régional, ça peut être utilisé et repris dans ce sens de prévision pour conseiller Ouais. les agris sur quoi planter? T'as différents niveaux d'acceptation du discours climatique et de son adaptation. Déjà, premier point, les agriculteurs sont très en avance par rapport au reste de la société, parce qu'ils sont bien sûr concernés au niveau de leur portefeuille par le changement climatique. Donc, ils ont besoin de chiffrer, de spatialiser, mais ils ont connaissance des évolutions globales. Tu vois, quand j'arrive, je leur dis, il faut faire de l'agriculture de conservation des sols, mieux stocker l'eau dans les sols. Il y a déjà beaucoup d'agriculteurs qui sont en avance, qui se sont renseignés sur ces sujets. C'est juste que, au niveau cartographique, comme ça, ils peuvent un petit peu identifier les zones qui sont les plus concernées, à partir de quand. Donc, ça précise leur réflexion. Par exemple, ils savent très bien qu'il faut pas planter un abricotier Colorado à Lyon. Je l'apprends pas à un agriculteur. Mais il ne pourra pas savoir à partir de quand il pourra dans le siècle, est-ce que c'est 2030 ou est-ce que c'est 2060, tu vois. Donc moi, je lui donne une indication, une précision sur ça. Ça, c'est pour les agriculteurs. Ils n'ont pas forcément besoin de mes connaissances pour s'adapter, mais je leur apporte de la précision, pas de la compréhension globale. Derrière, tu as les conseillers de chambre agricole qui sont aussi au courant de ces différents sujets, mais qui ont besoin de chiffres, de preuves, de formation, de tout ça pour transférer ces différentes paroles-là. Et ils ne sont pas contre l'évolution climatique et d'adaptation. Et on retrouve aussi des adaptations qui sont plus prégnantes dans le sud de la France. Tu prends par exemple Perpignan, on parle d'hydrologie régénérative, on parle de nouvelles filières, on parle de la pistache du côté de Cavaillon. Et en fait, et en fait, c'est déjà intégré beaucoup dans le sud de la France. Dans le Pays de la Loire, ils sont vachement en avance. Là, j'ai fait des conférences Pays de la Loire, Bourgogne. Bourgogne, ils sont hyper en avance sur les sols. Mais c'est pas moi qui a fait ça. Ça fait 20 ans qu'ils travaillent sur ces sujets. Donc, moi, je viens apporter juste une pierre à l'édifice. Donc, le problème n'est pas un problème agricole. Les agriculteurs, sauf quelques climato-sceptiques ou quelques exceptions, travaillent sur ces sujets-là. Et c'est parfois un peu triste de voir qu'ils travaillent, qu'ils investissent et qu'ils sont pas parfois toujours soutenus par pour les pouvoirs publics ou la société. Moi, ça fait un peu de la peine. Parfois, tu vois, après avoir vu le film, ça m'a un peu chamboulé, tu vois. Tu les vois en tant qu'humains sur le terrain pour nous produire à manger et tu les vois perdre leur rendement. Enfin, ça fait mal au cœur. Derrière, tu sors, tu écoutes les infos, t'as l'impression que tous les agriculteurs sont des pollueurs, qu'il y a plus d'eau dans les nappes phréatiques et qu'on va tous mourir d'un cancer. Alors que la réalité agricole n'est pas une généralisation de ce qui peut se passer ponctuellement dans certaines régions agricoles sur lesquelles je suis d'accord, mais on peut pas généraliser à tout le monde. Euh, donc je trouve qu'il y a un manque de soutien. Désolé sur ça, mais il y a un manque de soutien sur les agriculteurs sur ce sujet. Et qui dit manque de soutien dit politique également. Euh, tu vois, par exemple, au niveau politique, c'est là où il y a plus de problèmes. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus de politiques qui me contactent, de ministres, pour des formations. Alors c'est bien déjà qu'ils me contactent. Voilà, on est à ce niveau-là sur enjeux géopolitiques, de mouvements de bassins de production, de la souveraineté alimentaire passe aussi par la souveraineté de la santé de nos sols, de nos paysages, de notre génétique, qu'elle soit faite sur le territoire, pas qu'elle dépende de l'Amérique. Euh, il y a plein de choses qui sont en train de venir depuis 2 ans en politique, mais après réflexion, et je peux me tromper, je peux fabuler, là, je peux rêver, je suis peut-être en train d'inventer quelque chose, donc faites attention à ce que je dis. Mais c'est que j'ai l'impression que cette volonté de souveraineté alimentaire, de respect de nos agriculteurs, d'adaptation des productions locales ne vient pas totalement du changement climatique. J'ai l'impression que ça va vers un repli sur soi-même par rapport aux guerres qui se produisent un peu partout et d'une volonté de souveraineté européenne par rapport à des risques extérieurs de guerre ou non, de je ne sais quoi. Et donc, on commence à considérer les bassins de production futurs avec le changement climatique pour être prêt à être indépendant et solitaire s'il y a un problème.
j'ai l'impression que c'est plus sur ce prisme-là qu'ils arrivent. Je suis peut-être en train de d'extrapoler, de fabuler, mais depuis un an, on a une accélération de cette volonté de souveraineté alimentaire et qu'il n'y a pas que le changement climatique dans cette histoire. On m'a beaucoup parlé de d'agriculture de guerre, de de la Russie et de du fait que la Russie est favorisée par le changement climatique, des déplacements de bassins de production. Quel bassin de production on va perdre? Quelles calories on va perdre? Quelle nutrition on va perdre aussi? Laquelle on va gagner? Dans laquelle il faut investir aussi? Laquelle s'adapte pas? Et enfin voilà, oui, il y a une réflexion sur les Bouches-du-Rhône. Il y a effectivement les cactés cultivés, figues de Barbarie, pitaya. Je connais pas très bien la pitaya, la réglisse notamment, je connais pas très bien. Le jojoba non plus, le soja edam je connais. Mais il y a plein de choses. Le pacanier je connais et je travaille dessus. Il y a plein de choses qu'on peut amener et je pense que les consommateurs aussi doivent être prêts à consommer local, à tirer ces filières vers le haut en achetant ces filières. Pour le Civam du Gard, il me semble que je vous ai vu passer dans des mails, dans ma boîte mail, il y a pas très longtemps d'ailleurs. Je sais pas si je vous ai répondu, je m'en excuse si je suis en retard, mais pour le Civam du Gard, les modélisations long terme vont être mises en ligne pour une partie d'ici quelques jours, semaines, parce qu'on travaille sur un site internet de d'animation de carto, là où on choisit son espèce. Et je ne peux pas toutes les mettre en ligne parce que malheureusement, il y en a qui ont été financées par des entreprises françaises, privées, sur Ulule, La Compote ou d'autres, et qui ne sont pas encore publiques, qui sont pas encore publiques. Il y a des cartes qui seront publiques, celles que le ministère de l'Agriculture m'a demandé, donc c'est de l'argent public, donc je dois les remettre au public. Voilà pour ça. Désolé, j'étais un peu long dans la réponse. Ah non, mais c'est super. Mais du coup, ouais, peut-être pour rééclaircir là, donc sur le poste là d'Agribio Bouches-du-Rhône, sur toutes ces nouvelles filières du coup qui s'implantent, donc notamment tu disais dans le quart sud-est, on voit qu'il y en a une grande variété. Et c'est intéressant parce que toi tu fais le lien en disant, ben, tu dis tout de suite, oui, ce sera super que les gens fassent évoluer leur mode de consommation et qu'en fait ce soit tiré par les circuits courts. Ouais. Dans ce que tu observes et dans ce que tu anticipes, est-ce que ça revient à dire que toutes ces nouvelles filières ne pourront marcher que s'il y a une demande locale, ou est-ce qu'il y a des choses plus ambitieuses qui se structurent, qui pourraient se structurer pour apporter une réponse à ben, qu'est-ce qu'on peut planter dans le sud de la France? Il y a aussi pas mal de friches qui se développent parce qu'on arrache de la vigne. Comment est-ce que ça se goupille du coup ben, au niveau de la structuration de Ouais. filières? Je vais te prendre un exemple. Là, moi, j'habite à Montpellier, hein. Donc, je suis allé oui, à la présentation prospective du CERESCO avec laquelle on a fait avec l'État français dans le lien là que François a partagé. Et très bien, François. Il y a plein de cartographies et plein d'études de géographie, de culture. Euh, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Là, je suis allé voir un gars hyper sympa. Un petit-fils d'agriculteur qui a hérité d'un territoire du côté du Frontignan, là où il y a le muscat de Frontignan. Et il m'a appelé, il m'a dit, il faut que tu viennes sur mon territoire, t'es du coin, il faut que tu me donnes des conseils. J'aimerais innover, j'aimerais faire autre chose que le muscat de Frontignan. Et donc, on allait sur son territoire, une grande plaine comme ça, où on voulait mettre de l'arbre, on voulait un petit peu faire de l'hydrologie régénérative, gérer les écoulements d'eau parce qu'il est sur un flanc de montagne, de colline. Et en fait, on est arrivé à la conclusion que c'est vachement intéressant de travailler sur de l'agrume. Parce que ça sonne bien, l'agrume de Frontignan, l'orange de Frontignan, citron de Frontignan, citron de Sète, par exemple. Tu vois, t'as plein de réflexions intéressantes sur l'agrume. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Ben, en fait, c'est le mec en lui-même qui investit tout seul Hmm. pour faire ses agrumes. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte de changement climatique national, qu'on doit laisser un héritage sur la terre, les paysages et puis le matériel végétal, les arbres sur le territoire. Parce que quand on plante un agrume, on le plante pas pour 3 ans, c'est pas une tomate, hein. On le plante pour 40, 50, 70 ans, quoi. Et donc, c'est un héritage qu'on laisse à nos enfants. Et que cet héritage d'ordre national, de souveraineté nationale, de paysage, de carte postale presque, dans ce cas-là, eh ben, c'est l'agriculteur tout seul qui le finance. Il prend un risque économique important
d'achat du matériel génétique, de plantation du matériel génétique, de préparation du terrain, d'entretien du terrain, de couvert végétal, d'entretien de ce couvert végétal, du système d'irrigation, du maintien de ce système d'irrigation, de 5 ans sans production le temps que l'agrume soit important. Après, il faut 10 ans pour que l'arbre soit suffisamment grand pour avoir une certaine rentabilité. Non, mais vous imaginez, l'agriculteur, c'est lui-même qui l'a décidé, presque par passion, de laisser un héritage à nos enfants. Et au niveau national, il y a très peu d'aide à ces transitions. Il y a très peu d'aide. Le mec, il a pris une décision tout seul, il investit des dizaines de milliers d'euros tout seul avec des risques économiques importants. Il cherche des assurances, il tout ça tout seul, et il n'y a pas genre l'État qui lui dit, bon, vu que c'est un investissement pour la souveraineté alimentaire pendant 50 ans, une adaptation au changement climatique pendant 50 ans, l'État peut financer une partie de ce matériel agricole. Je vois que Julia a dit que en Île-de-France, les agriculteurs peuvent financer 40% de leurs projets via des aides européennes et de régions. C'est pas le cas dans toutes les régions et c'est pas le cas sur de l'arbo, toutes les cultures. Je pense qu'il serait intéressant que les régions, l'État, la PAC se montrent un peu plus présents. Peut-être qu'ils investissent dans certaines conditions, mais qu'ils se montrent déjà en tout cas plus présents derrière les agriculteurs pour soutenir cette transition. Je reprends un autre exemple sur le sol. Quand tu décides, par exemple, de passer une parcelle, une partie de tes champs ou toute l'intégralité de tes champs en agriculture de conservation des sols, moins de labour, plus de couvert végétal, plus de légumineuses, du matériel différent, des rotations plus longues, une réflexion différente, eh ben, tu as 3 à 7 ans sur un type de sol où, pour trouver un équilibre. Pour trouver un équilibre dans le sol. Et il y a des pertes de rendement, on y va à tâtons. Et ce risque économique, c'est l'agriculteur qui le prend en charge. Il n'y a pas, à ma connaissance, peut-être que vous pouvez me contredire, Alexandre et Julia, mais à ma connaissance, j'ai pas, il n'y a pas écrit aide régionale pour passage à agriculture, conservation des sols. On finance l'intégralité des pertes de rendement que vous avez pendant 3 à 7 ans, le temps que vous retrouvez un équilibre avec vos sols, etc., etc. Parce que le sol, ça fait partie de la souveraineté alimentaire nationale. Ça fait partie du film que tu as montré par rapport à la sécheresse Mmh. aussi. L'eau dans les sols est importante. Un sol plus vivant permet de gérer un petit peu moins l'eau, un petit peu mieux l'eau. Voilà. Oui, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui le plus gros frein, c'est même ce qui a été mis en évidence par l'étude du Shift Project, où en fait une majorité assez large d'agriculteurs disaient, ceux qui ont été interrogés en tout cas, disaient qu'ils étaient favorables à une transition agroécologique, mais que ça ne pouvait pas se faire sans un accompagnement financier. Donc là, on est un petit peu au cœur de ça, c'est-à-dire effectivement, ces transitions-là, c'est une prise de risque importante, c'est des investissements, c'est des pertes de rendement, et du coup, s'il n'y a pas de soutien, très majoritairement, les agriculteurs ne peuvent pas y aller. C'est un peu le constat que tu fais aussi. C'est-à-dire que tous les investissements aujourd'hui qui sont nécessaires pour engager une transition agroécologique ou une adaptation au niveau de conditions climatiques, elles nécessitent Ouais. des investissements, elles nécessitent aussi de la Oui, formation, ça suppose des pertes de oui, rendement. Et aujourd'hui, oui. c'est ça le frein, c'est que c'est pas accompagné financièrement par les pouvoirs publics et qu'il n'y a pas de vision de ça, quoi. Tu as plusieurs freins. C'est une partie des agriculteurs qui sont réfractaires aux modifications, mais ils sont assez minoritaires. Il y a des climato-sceptiques, par exemple, dans le nord de la France. Je me fais régulièrement insulter sur les réseaux sociaux par eux. Euh, et donc, il y a de la réfraction au changement, volontaire ou non, parce que tu sais, à partir d'un certain âge, je vais pas être trop critique, je veux pas dire que les agriculteurs sont vieux, mais c'est que quand je compare à mes parents ou mes grands-parents ou moi-même, à partir d'un certain âge, c'est plus compliqué de changer les habitudes. Euh, et il y a une volonté ou non inconsciente ou non consciente de pas de modification, mais la majorité des agriculteurs sont en réflexion permanente. Mais ça fait 30 ans qu'ils réfléchissent, c'est pas figé, ça s'améliore. Et en fait, il y a une volonté qui vient du sol de faire évoluer les pratiques sur les paysages, les pratiques sur le sol, les nouvelles cultures, etc. Mais derrière, c'est que financièrement parlant, tu vois, moi, par exemple, j'ai une entreprise en agrométéorologie, et j'ai envie de faire plein de trucs, mais financièrement parlant, je ne peux pas avoir 15 000 serveurs, et tout ça. J'ai plein d'idées pour diffuser des cartos et de l'information gratuite sur Internet, mais je ne peux pas me le permettre ces évolutions parce que je n'en ai pas encore les moyens. Les agriculteurs, c'est pareil, c'est une entreprise. Je veux dire, ils prennent un risque économique, ils prennent un risque financier. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc, il y a cette volonté,
Et pour moi, il manque, toi, t'as la bras tendue par le bas. Il y a une bras tendue qui commence à arriver par les industries agroalimentaires sur l'aide aussi à la transition, les cahiers de charges, les évolutions. C'est récent. Et derrière, t'as pas encore cette main tendue de l'État. Je trouve que qu'elle est un peu manquante pour tirer vers le haut et structurer avec un cap, une vision. Quelle région fait quoi, quel investissement, avec une diversité bien sûr régionale. On fait pas des monocultures au niveau régional, etc., etc. C'est ce qui manque. C'est pas la Mm. volonté qui manque. C'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Je suis désolé quoi. C'est partout pareil. Oui, c'est le financement. Ça pourrait être le rôle aussi de la PAC C'est d'accompagner ça. ça, en fait, aujourd'hui. Ce serait là qu'il y C'est aurait le ça. levier. On peut remonter sur Alors, les questions. Peut-être il y a celle d'Alexandre, là, qui est un peu plus haut, qui est en lien avec ça. Certes, on peut amener de nouvelles ouais. cultures, mais au rythme où tout évolue, quand on considère de nouvelles cultures, finalement, peut-être qu'elles vont être pertinentes pour 10, 15 ou 20 ans, mais d'ici là, le climat aura encore tellement changé qu'elles seront fragilisées. Comment alors les agriculteurs font pour modéliser leur choix d'investissement, si c'est bien le cas? Ouais, alors les cartographies que j'ai montrées, ça allait jusqu'en 2100. Donc c'est échelonné, quelle variété, quelle région, quelle espèce, tu vois. Et donc on peut, d'ici la fin du siècle, avoir une vision, au moins jusqu'en 2060, avoir une vision de qu'est-ce qu'il faut planter. Donc on sait déjà qu'il y a une première génération d'arbres qui doit être plantée différemment en France. Et après, la seconde génération dépendra de l'évolution du changement climatique. Il est possible qu'on ait encore une autre génération d'arbres qu'on va replanter plus vers le nord. Et voilà. Et il y a une période un peu bâtarde là où les anciennes productions, je sais pas, je prends l'abricot Bergeron, il est toujours intéressant et rentable dans le sud de la France, avec quelques problématiques de gel, de forte chaleur parfois, mais il reste toujours intéressant. Et là, on dit d'enlever l'abricot Bergeron pour planter un abricot qui vient plus au sud, mais qui, dans un premier temps, n'est pas aussi rentable que le Bergeron. Donc, tu t'anticipes, mais tu as une perte quand même économique. Et c'est ça, ce gap-là, tu vois. Cette adaptation, c'est un investissement long terme qui, moi, c'est ça qui me gêne par rapport au fait que ce soit l'agriculteur qui soutient généralement toute cette problématique. Il y a Agribio 13 qui parle aussi des agrumes. Alors, dans le cas particulier de la colline de Frontignan, il y a une rivière souterraine qui est très intéressante au niveau de l'irrigation. C'est pour ça que dans ce petit périmètre-là, il peut être intéressant, bien sûr, sans la sécher, hein, euh, d'irriguer parce que de toute façon, ils ont accordé l'irrigation à l'AOC Frontignan, Muscat Frontignan, par rapport à ce petit périmètre-là où il y a de l'eau de présente au niveau de la surface et en dessous, qui correspond à des descentes en fait des plateaux vers de cette colline en fait vers la mer. C'est intéressant, mais le système d'irrigation doit toujours être. Je suis attentif quand même, que ce soit du goutte à goutte, que ce soit pas genre, genre, ça y est, on lâche toute l'eau et puis c'est super. Non, Mm, il y a mm, une mm. réflexion derrière de paysage, d'évapotranspiration. En fait, ils ont une réflexion hyper importante sur le paysage, l'évapotranspiration, l'écoulement de l'eau au niveau des parcelles, le couvert végétal pour protéger le sol, qui fait que c'est intéressant de travailler avec des personnes qui pensent à l'irrigation, mais qui pensent aussi à diminuer la consommation d'eau en parallèle. Il y a les deux à la fois. Et tu parlais un peu Euh, d'hydrologie régénérative aussi tout à l'heure en disant que ça s'est ouais, développé vers Perpignan. Peut-être tu peux décrire ce que tu as vu plus précisément. ouais, ouais, c'est hyper important ça, l'hydrologie régénérative. J'ai des diapos qui sont hyper clairs. Je préfère vous montrer les diapos que de vous faire des dessins. Ça va être très clair, vous allez voir. Tu vois, par exemple, l'hydrologie régénérative, il y a quatre principes. C'est ralentir, répartir, infiltrer et stocker l'eau d'écoulement. C'est les quatre principes de l'hydrologie régénérative. Quand tu as un paysage complexe, mais pensez intelligemment, c'est-à-dire des haies dans le sens perpendiculaire de la pente, des arbres fruitiers suivant la pente aussi, qui sont perpendiculaires à la pente, de la vigne aussi, suivant la puissance de la pente, hein, qu'on soit d'accord pour le machinisme agricole, il va pas être complètement penché. Pour la plantation, dans le sens perpendiculaire de la pente aussi, parfois le labour, dans le sens perpendiculaire de la pente, même si on essaie de réduire le labour, le stockage de pluie en excès hivernal dans des mares temporaires pour l'infiltration au niveau des nappes phréatiques progressifs, des bassins d'infiltration, des bassins de rétention couplés à l'eau de surface et à la nappe phréatique pour soit de l'irrigation, soit de la biodiversité, soit les deux. Donc c'est pas avec des bâches plastiques qui sont complètement déconnectées de la nature, quoi.
Voilà, il y a ça, c'est l'hydrologie générative, c'est complexifier nos paysages, mais de façon intelligente, quitte à mettre des haies, autant la mettre au meilleur endroit pour ralentir l'écoulement de l'eau. Vous avez d'autres types de pentes comme ça, avant, après, qui permettent de ralentir l'écoulement de l'eau pour éviter l'érosion et surtout que l'eau aille vite. Par exemple, vous mettez une haie perpendiculaire au sens de la pente, l'eau s'écoule dans le sens de la pente, elle vient buter contre la haie, surtout s'il y a une petite remontée de terre comme ça. C'est un nom, mais j'ai complètement oublié le nom. Je m'en excuse. Et donc, ça va venir freiner la course de l'eau et lui laisser le temps de s'infiltrer pour une partie. Et ça évite que l'érosion emporte euh, les, euh, les minéraux vers la rivière et puis qu'on perde une partie de la rivière. Là, vous avez par exemple une coupe du massif armoricain avec des minéraux qui viennent se bloquer contre une haie complexe et avec des couverts végétaux qui permettent aussi d'éviter l'érosion. Dans cette hydrologie régénérative, ça rentre dans un complexe global de maîtrise du microclimat du territoire avec la présence de l'arbre de plus en plus fréquente dans les vignobles, aussi du sud de la France, pour protéger, ombrer, maîtriser le vent, maîtriser la température de la parcelle, éviter l'évapotranspiration, plein de choses. Ça peut être utile. Bien sûr, on va pas mettre 1 million d'arbres dans une parcelle viticole, c'est juste de bien le penser au bon endroit. C'est de l'architecture de paysage. Voilà, l'architecture de paysage permet de maîtriser le microclimat et je pense que c'est important. Et j'ai vu qu'à Perpignan, ils font des formations hydrologie régénérative. Et c'est hyper cool. Parce que là-bas, on est vraiment sur une problématique de relief, d'écoulement de l'eau, d'excès d'eau à certaines périodes de l'année. Là, il est tombé 400 millimètres, il y a la moitié qui est partie à la mer. Euh, et en fait, de retenir au maximum cette eau sur le paysage pour lui laisser le temps de s'infiltrer, mais par des dispositifs qui reproduisent le plus les choses naturelles au possible, tu vois. C'est-à-dire aller chercher de l'eau des nappes phréatiques, la mettre dans une réserve en eau avec une bâche plastique, ça peut être intéressant, mais c'est pas le système le plus intéressant dans notre cas où c'est de l'eau d'écoulement, de l'eau de fond des neiges, euh, connectée aux nappes phréatiques avec un petit bassin de rétention, avec une biodiversité qui a été étudiée autour et qui intègre en fait la réserve en eau dans un système global environnemental. Ouais. Voilà. Le petit aparté, merci, mais sur l'hydrologie régénérative, on voit aussi qu'il y a un intérêt et que ça se développe, y compris maintenant des communautés de communes. Nous, on a même dans la Drôme la Chambre d'agriculture qui porte un projet financé par l'Agence de l'eau pour développer du coup sur tout un périmètre agricole qui est à l'échelle de deux ou trois communautés de communes sur le Nord-Drôme. Donc c'est Permalab qu'on voit dans le film là, qui est aujourd'hui cheville ouvrière de ces développements-là. On a aussi les alvéoles là chez nous qui sont un centre de formation aussi et d'expertise sur ces sujets. Donc on voit que c'est un sujet très très dynamique. Il y a une association aussi qui s'est montée en national pour en fait déployer ces connaissances-là et faire Une face aussi à la hydrologie demande. régénérative, Voilà, c'est on le peut nom de l'association. exactement pour une hydrologie régénérative. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui se trame de ce côté-là parce que c'est très très dynamique. Effectivement, ça éveille aussi beaucoup d'intérêt. À défaut de dire que ça va tout solutionner, en tout cas, il faut voir comment ça se met en œuvre aussi sur les territoires, comment ça peut être approprié et accepté aussi par les agriculteurs. C'est aussi une petite révolution culturelle à un moment donné de basculer vers ça. Mais là, on va dire que ces changements sont en cours et sont en tout cas en train d'être expérimentés à plus large échelle. Et je reviens par rapport au financement aussi. Ça coûte cher de faire ça, hein. Les terrassements, les vignobles en étage, le coût de main-d'œuvre est plus cher, la plantation des arbres, l'entretien des haies, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un autre métier aussi, hein. Et c'est là où je pense qu'il est important aussi de faire comprendre au niveau politique, au niveau de la PAC, au niveau des aides, que l'agriculteur a son métier qui doit évoluer avec le changement climatique. Il est amené à évoluer pour s'adapter au changement climatique. Ça veut dire que l'agriculteur ne va plus être là pour faire à manger, non, de produire à manger, pardon. Il est là aussi pour entretenir les paysages. Et dans cet entretien des paysages, pour protéger ses cultures, bien sûr, mais ça protège aussi une partie de l'écosystème. Parce que moi, je parle pas des oiseaux, des insectes, mais vous pouvez vous douter qu'un paysage plus complexe a des aspects intéressants dessus. Et un sol moins labouré, ça a aussi des aspects intéressants dessus. Derrière, il faut que la recherche suive au niveau des maladies, de la gestion du paysage aussi. Euh, il faut, je m'en excuse, À tes souhaits. il faut que le métier évolue pour rendre des services. En fait, ils rendent pas des services que nous faire à manger. Ils rendent des services, par exemple, sur l'entretien des paysages pour l'infiltration dans les nappes phréatiques.
Et ces services, c'est de l'eau disponible pour aller boire en ville. Ils rendent des services sur la présence de l'arbre sur les territoires, un échauffement moins important des territoires, un ralentissement, par exemple, de certaines formes de désertification dans le Languedoc, un échauffement moins important de nos villages, voire de bordures de nos villes, par une campagne qui est plus arborée. Et donc, ce sont des services qu'ils rendent aussi autres que juste manger. C'est des services sur l'eau, sur la qualité des paysages, sur l'écosystème et sur la température des paysages. Et ça, je considère que le seul moyen pour faire une acceptabilité économique de ces nouvelles formes d'agriculture, c'est de considérer dans l'avenir que le métier d'agriculteur doit être rémunéré à 50% sur ce qu'on mange et à 50% sur tout le reste. Et ça, c'est des évolutions politiques. C'est pas des évolutions du consommateur, c'est pas le consommateur qui, c'est qui va faire, ce qui va payer deux fois plus cher sa production, c'est des évolutions politiques. Un agriculteur qui entretient un certain nombre d'arbres ou de kilomètres de haies doit être favorisé dans les aides politiques de la ville, par exemple, de la région, de la PAC, ou de je ne sais quoi, je suis pas très doué en politique, mais voilà, cette évolution du métier agricole est à prendre en considération quand même dans l'avenir. Tout à fait. D'ailleurs, il y a le crédit carbone, là c'est Julie Ouais. Agé qui pose la question à 12h17. Le crédit carbone est un des exemples de services rendus, nettoyage de l'air, récupérer le carbone. Le problème, c'est que derrière, il faut pas qu'il y ait des abus de Amazon ou d'autres, de Air France, ou qu'on te dit, quand tu achètes un billet d'avion, super, vous avez planté 172 arbres, revenez acheter un billet d'avion, vous faites une bonne action pour l'écosystème. Il faut pas que ça en devienne du greenwashing, tout ça, que ça reste quand même avec des impacts réels et suivis sur le territoire. Voilà. Est-ce que tu peux décrire peut-être un peu le système des crédits carbone, comment il va se profiler, l'impact que toi tu penses qu'il aura, parce que quand même il y a un questionnement de savoir si ce dispositif il va être pertinent ou pas. Moi, je pense que ce dispositif est pertinent en tant que présentation sur un papier. Tu vois, un peu comme l'agrivoltaïsme, je trouve ça intéressant quand c'est présenté sur un papier. Et après, sur le terrain, c'est complètement son essence scientifique est complètement dénaturé pour en faire un système économique presque mondialisé avec le prix du carbone à l'échelle mondiale. Enfin, non, mais j'exagère un petit peu en disant ça, Hmm. mais c'est presque vrai. Tu prends par exemple ChatGPT. ChatGPT, l'IA, là, moi, ça m'est intéressant au quotidien pour synthétiser des articles scientifiques, aller plus loin en profondeur de recherche, me proposer de nouvelles lectures. Ou quand je me pose des questions sur la résistance de l'abricotier à une maladie que je ne connais pas, que j'ai lu dans un article, je lui pose la question, puis je vais, pour défricher, aller après lire d'autres articles. Tu vois, ça, c'est une utilisation intelligente. C'est-à-dire qu'on a fait un système de technologie intéressant pour, à la base, nous aider à aller plus loin. Qu'est-ce qu'on fait derrière de ce système d'intelligence? On développe des vidéos de chatons sauvés en Pakistan sur les réseaux sociaux pour faire des likes et gagner de la thune. Et puis on fait à la moitié, c'est du porno pour déshabiller des gens sur Twitter. Parce que si vous allez sur Twitter, la moitié des gens sont en bikini en ce moment, quoi. Euh, on fait des conneries. En fait, d'un truc intelligent, on en fait une connerie. Le crédit carbone, c'est pareil. Sur la base, rémunérer les agriculteurs par les régions, tout ça, parce qu'ils stockent du carbone, c'est hyper intelligent, mais derrière, quand tu le mets dans un système mondialisé du prix du carbone au niveau mondial, je sais même pas si c'est au niveau mondial ou national, mais on perd la nature même de l'essence de ce qu'on avait voulu et ça en devient une connerie. Voilà. Donc, moi, je suis pas contre le crédit carbone, je suis contre ce qu'on en fait derrière en soi, et c'est pareil dans plein de sujets. C'est juste pareil, dans plein de trucs, on est capable, nous, êtres humains, de faire n'importe quoi, de se tirer une balle dans les pieds, alors qu'à la base, c'était pour nous aider à marcher, tu vois. Bon, bref, enfin, on se comprend, je pense on peut le projeter à d'autres domaines. Hmm. Il y a une question d'Alexandre Parlange. On peut poser des questions sur les syndicats d'agriculteurs et le plaidoyer qu'ils portent sur ces sujets où c'est trop politique et donc sclérosé. Sujet de programme de financement de transition des cultures. Euh, Sur les syndicats agricoles, euh, je, je- je sais que la coordination rurale ne travaille pas là-dessus. La Confédération paysanne, il travaille là-dessus. La FNSEA, je ne sais pas vraiment. Est-ce qu'il travaille sur l'évolution des... J'ai pas l'impression que c'est le...
je dis peut-être des bêtises. Là, c'est juste des impressions, c'est pas une étude. J'ai pas l'impression que en ce moment, c'est le truc principal, majoritaire qu'ils ont en tête. On est beaucoup sur la politique du court terme. Et là, c'est DNC, c'est Mercosur. On est tous les ans, on a un truc du court terme de l'année en cours. Et je crois pas que sur ces financements de transition de culture, ça soit trop débattu. Euh, je suis pas sûr. Je dis peut-être des bêtises. En tout cas, moi, que ce soit la coordination rurale, ils m'ont invité une fois. La FNSE, FDSEA, ça, ils m'ont invité plusieurs fois dans les régions. La Confédération paysanne, ils m'ont invité plusieurs fois aussi. Moi, je leur présente ces différents aspects d'adaptation. Après, qu'est-ce qu'ils en font au niveau national? Je peux pas tout gérer. Hum, hum, hum. Euh, du coup, euh, Alexandre Parlant, je vois que merci, ils sont les acteurs légitimes de ce dialogue social aux yeux de l'État. Oui, ils sont des dialogues légitimes, mais l'État n'a que le court terme en ce moment. Donc là, il défend le court terme par rapport à ce que propose l'État, quoi. Mais j'espère qu'un jour, au niveau étatique, on aura plus une vision long terme. François Varlop, je sais pas si ça se dit comme ça, parlait de souveraineté, mais la souveraineté, ça se réfléchit pas aujourd'hui. Il y a la souveraineté sur la production en cours, mais la souveraineté, c'est le long terme. La souveraineté, c'est pas que la bouffe, c'est le sol, c'est les paysages, c'est la génétique, les technologies génétiques qu'on a sur place en Europe, c'est la recherche, qu'elle soit faite chez nous, qu'elle ne dépende pas de l'étranger, encore moins de l'Amérique en ce moment. C'est, c'est du long terme qu'il faut, ouais. Et l'État, non, je trouve qu'il n'y a pas assez de long terme. Il y a des réflexions, mais elles sont pas assez long terme. Alors, il y a des plans justement d'adaptation qui sont sortis cette année, enfin l'an passé. On a bien vu aussi que bah, il y avait des diagnostics qui pouvaient être justes, mais qu'il n'y a aucun moyen mis en face, quoi. Donc, tu as aussi cette disparité entre maintenant la connaissance quand même qui a infusé, puisqu'on parle d'adaptation à une France à plus 4 degrés, donc on commence à regarder un peu plus un truc réaliste à horizon 2100, mais en même Ouais, temps, on met aucun moyen en face. Donc c'est quand même aussi assez alarmant, quoi, cette disparité-là, et le fait que le sujet, on va dire, de l'adaptation au changement climatique soit relégué un peu dans une case écologie et qui aujourd'hui est plus du tout mis en priorité, alors qu'en fait c'est bien plus large qu'une réflexion sur l'écologie, c'est aussi le bien-être de tout un tas d'habitants, c'est aussi de la rentabilité agricole, il y a aussi tout ça derrière. ouais, ouais, ouais. Ouais, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que toi, justement pour un peu réélargir là sur la question du réchauffement climatique, Ouais, toi qui es allé voir justement bah, le gouvernement, des élus, etc., les scénarios de réchauffement qu'on connaît, ils parlent déjà de bouleversements assez forts à l'horizon 2050 et a fortiori encore bien plus à horizon 2080-2100. ouais. Comment est-ce que toi, comment tu comprends qu'ils perçoivent en fait l'échelle de ces changements? Qu'est-ce que tu leur dis, toi, pour leur donner aussi l'échelle de ce qui est en train de se passer? Parce que des fois, on parle changement climatique, mais en fait, on ne sait pas trop ce que l'interlocuteur il projette là-dessus. Or, toi, tu as accès aux données, tu as accès aux courbes, donc tu es une des personnes bien renseignées sur réellement l'ampleur de ce qui va se passer. Quand tu leur donnes ça, qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce qu'ils ont l'impression de débarquer ou est-ce qu'au contraire, ils ont l'air, en tout cas au ministère et autres, plutôt déjà renseignés sur l'échelle de ce qui est en train de se passer? Parce que l'échelle de la Alors, réaction qui est proposée aujourd'hui est quand même assez minime, quoi. ça dépend des personnes, bien sûr. La réponse, il y a des personnes qui sont très au courant. Il y a des personnes qui sont moins concernées, moins au courant. Ah, je vais te faire comme si c'était le ministre de l'Agriculture. Je vais te faire un truc un peu choquant que je dis souvent. Quand je dis choquant, ça veut pas dire faux, hein. Ça veut dire que c'est vrai et c'est choquant. Vous avez ici l'évolution, par exemple, des rendements de blé en France de 1815 jusqu'à nos jours. Ok, donc on a une stabilisation des rendements de blé après la révolution verte. La révolution verte, c'est progrès génétique, chimique, mécanique. Maintenant, on revient un peu sur cette définition en mettant durabilité, sol, climat. Stabilisation des rendements après les années 2000. Il y a de bonnes années, de mauvaises années. Les mauvaises années sont essentiellement dues à des excès d'eau pendant les moissons ou les semis. Je rappelle que le blé pousse en hiver, hein. Les déficits d'eau, c'est plutôt pour le tournesol, la prairie ou le maïs en été. Il n'y a pas les mêmes impacts sur les saisons. Et du coup, on a une stabilisation des rendements. Stabilisation des rendements, ok, bon, à des niveaux quand même assez élevés par rapport à la Seconde Guerre mondiale.
Et cette stabilisation est notamment due à des excès climatiques de plus en plus marqués, comme je l'ai dit, des déficits d'eau, voire même des canicules pendant le remplissage du grain en juin ou en juillet. Bon, voilà. Ça, c'est ce constat est fait par ces 4 études scientifiques qui sont citées juste là. Voilà. Donc là, c'est pas moi qui l'invente, c'est l'INRAE et Arvalis qui ont travaillé dessus, et j'ai aussi bossé dessus, j'ai les mêmes conclusions. Donc, cette fois-ci, je prends le rapport du GIEC. Moi, je suis un politique, je suis censé lire le rapport du GIEC, hein, voilà. Et dans ce rapport du GIEC, il y a cette belle cartographie où on montre bien l'évolution vers le nord, le rendement du blé qui pourrait augmenter, alors que le sud, le rendement du blé diminue. Le blé, c'est la fierté nationale agricole, c'est l'une des cultures historiques exportatrices, première calorie mondiale. La baguette française est faite avec notre pain, du moins, je l'espère en majorité. Avec notre blé, pardon. Mais tu vois, là, cette cartographie, je te dis, bon, bah, hausse des rendements au nord, baisse au sud, et la Biélorussie, la Russie, l'Ukraine, la Pologne, l'Allemagne gagnent du potentiel de rendement du blé. Alors moi, je suis un politique, je me dis, ah, c'est super intéressant, il y a des couleurs sur une carte. Ben non, là, c'est pour te montrer que notre fierté agricole, que notre première calorie mondiale, que celle qui fait la stabilité aussi alimentaire du pays, parce que le blé est la première stabilité alimentaire de tous les pays du monde, avec le riz et le maïs pour certains pays d'Amérique centrale. Eh bien, je suis en train de te dire que notre bassin de production s'en va. Il y a certes des hausses qui sont attendues en Normandie, Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, un peu la Lorraine, mais notre principal bassin de production qui fait notre fierté s'en va en Russie. Qu'est-ce que tu fais? Bah, dans ce cas-là, tu réagis en termes politiques. Tu réagis. Tu fais tous ces moyens pour que on puisse avoir gardé notre principale production et ne pas voir ce qui se passe actuellement sur les prix du blé mondiaux en tonnes dollars par tonne depuis les années 2007, là où la Russie, qui était importateur du blé à l'époque, est maintenant le premier exportateur mondial parce qu'elle est favorisée par le changement climatique. Ça fait 20 ans qu'on en parle et ça fait 20 ans que les politiques européennes ne font rien. Et donc, on s'est retrouvé avec le premier acteur mondial qui est tout à fait instable et qui est plutôt hostile à ce qu'on appelle le pays occidental. Et du coup, depuis 2007, les prix du blé ne font qu'au varier comme ça, suivant l'humeur de la Russie. Là, c'est un exemple de déstabilisation de la stabilité alimentaire mondiale à cause du changement climatique, parce que ça favorise un acteur qui n'est pas stable en termes politiques. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça fait 20 ans, le rapport du GIEC, ça fait pas 2 ans qu'on l'écrit, hein. Ça fait 20 ans qu'on parle de la Russie, du blé, de tout ça, de si, qu'est-ce qui a été fait? Rien. Rien. On a laissé la Russie devenir le premier producteur mondial de blé. Et puis en Europe, nous, on a stabilisé nos rendements. Et puis on n'a aucune visibilité long terme sur comment structurer cette filière pour éviter d'acheter du blé en Russie en 2040, quoi. Enfin, et donc, désolé, je suis peut-être un petit peu agacé par rapport à ce sujet, mais c'est vachement important parce que, parce qu'il en va quand on parle de souveraineté, il faut avoir un cap long terme, pas à ce qui se passe dans l'année en cours. Et on a fait ça pour le gaz russe. On est vachement naïf en Europe. On est vachement naïf sur toutes ces questions-là. On a l'impression que la paix est éternelle et que tout le monde est des bisounours sur le marché mondial. Et il y a une réalité qu'on peut pas dépasser, et cette réalité peut être bouleversée par le changement climatique, redistribuer les cartes de production mondiale, et si on l'anticipe pas, on se fera bouffer par les autres pays, surtout l'Europe du Sud qui ne pourra plus produire autant que maintenant à cause des sécheresses et des canicules. Voilà, c'est de l'anticipation. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question parce que je suis parti sur mon délire Russie là, Bah, mais ça c'est pour répond. vous montrer à quel point ça. Et puis il y a autre chose. Ça fait tous les 6 mois que je fais une formation à chaque ministre de l'Agriculture. Non, mais enfin, pour prendre des décisions long terme, il faut avoir des politiques long terme, quoi. Enfin, ça fait au moins 3 formations que je fais en un an et demi à des ministères, au même ministère. Il y a un moment, j'ai envie de péter un câble, tu vois. J'ai envie de dire, mais enfin, je vais pas passer mon temps à faire des formations, il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises derrière. C'est sympa de faire des beaux graphiques, mais prenez-moi des décisions, parce que s'ils les prennent pas, ces décisions au niveau politique, je te propose qu'on soit politiciens tous les deux et qu'on les prenne à leur place, quoi. Mmh. Mais est-ce que justement, là, par rapport au cas du blé là, que tu cites, là, par exemple, aujourd'hui, il y a 350 tracteurs là, qui sont rentrés dans Paris, et parmi les revendications qu'il y a le fait que le prix du blé soit trop bas. Et donc,
du coup, on est sur ces fluctuations-là que tu as montrées. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc qui nous dit que, ben, en fait, d'être soumis comme ça aux fluctuations du marché mondial, parce que tu as aussi de la spéculation là-dessus, tu peux avoir des Ouais, effets. ouais, Des gens qui sont dans un bureau décident de spéculer sur le prix du blé à la baisse, etc., et vont venir impacter ces agriculteurs. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une réflexion à avoir? Et donc là, c'est au niveau européen, il me semble que ça se joue sur une forme de protectionnisme, c'est un peu un gros mot, sur une forme de bah, comprendre comment nous, notre marché intérieur, déjà, on peut arriver à produire et consommer à cette échelle-là avant de fournir toute l'humanité. Alors je me dis bien, évidemment, va continuer à avoir des exports, il ne s'agit pas de faire de l'isonationnisme, mais peut-être d'avoir une réflexion pour tenter d'être moins dépendant de toutes ces fluctuations mondiales qui vont faire que ouais, s'accélérer avec le changement climatique en plus. ouais, Et aujourd'hui, si le prix du blé est bas ou si on n'arrive plus à produire de la lentille, ben les gens, ils arrêtent de la produire aussi. Donc, ouais, il y a aussi un moment donné où si on considère que l'alimentation, c'est l'intérêt général, et c'est donc ces notions de souveraineté alimentaire, donc effectivement, comme tu disais tout à l'heure, l'agriculteur est plus juste un acteur économique isolé qui, du coup, doit produire à ses risques et périls. On essaie de l'accompagner, de le stabiliser, de lui donner de la vision et de l'accompagner parce qu'en fait, il est au service de l'intérêt général. Et aujourd'hui, on fait un peu tout le mouvement inverse en arrêtant le système assurantiel pour les catastrophes agricoles, où les gens doivent aller s'assurer sur le marché privé, où en fait les ouais. conditions ne sont pas du tout intéressantes. Donc est-ce qu'on n'est pas en train d'envoyer une profession un peu au casse-pipe, alors qu'au contraire, il faudrait la renforcer et donner de la visibilité et de la vision, quoi, via la PAC, Ouais. sans doute. Ouais. Bah si, je suis d'accord avec ça. Alors, sur les fluctuations de prix mondial, le fait d'avoir une économie mondialisée, des prix du... Euh, j'ai aucune formation économique, mais j'arrive pas à comprendre que sur des produits alimentaires, on puisse spéculer. Enfin, non, je suis hyper naïf là-dessus. Et vous avez le droit de me critiquer là-dessus. Mais moi, sur du blé, je vois des productions locales, tout ça. J'ai du mal à me dire que on peut spéculer sur de la bouffe au niveau mondial. On peut spéculer sur autre chose si vous voulez, le prix de l'énergie, j'en sais rien, tu vois. Mais le prix du blé, ça me paraît juste délirant. Et j'arrive pas à comprendre, à me projeter, à conseiller. J'arrive pas. J'arrive pas à essayer de trouver une explication rationnelle à tout ça. Donc, c'est juste que je suis pas économiste et je comprends pas les bienfaits de la mondialisation au niveau de la bouffe. Peut-être qu'il y en a. C'est juste que je suis nul là-dedans et je n'arrive pas à piger. Euh, il y avait une question et tu l'as un petit peu mentionné aussi sur est-ce qu'il faut consommer local ou exporter? Attention, parce que dans un contexte de changement climatique, il y aura des pays, là vous avez la cartographie de la production de la tomate en été en France et en Espagne, en 1970-2070. Il y aura des pays qui ont des populations très importantes, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Turquie, le Liban, Israël, la Libye. Il reste quoi? L'Égypte. Dans l'Égypte, ils ont le Nil, ça va. Euh, eh bien, ces pays-là ont une population très importante, des millions de personnes, des dizaines de millions de personnes dans certaines villes ou conurbations urbaines, et qui font que bah, elles seront soumises à des conditions climatiques en termes d'eau et de d'aliments qui ne seront pas, qui ne pourront pas soutenir autant de population sur le territoire. Et donc, il ne faut pas oublier que l'Europe, du moins en Europe, après, je ne sais pas dans les restes du monde, surtout en ce moment, vu la politique mondiale, mais en Europe, dans cette solidarité, il faut que certains pays du Nord travaillent sur leur production, voire découvrent de nouvelles terres en dehors de la Russie. Euh, et dans cette solidarité, il faut préparer les descentes d'alimentation vers le sud. C'est pas juste produire chez nous pour chez nous, mais c'est avoir une solidarité avec les Espagnols parce que ce qui se passe, c'est que si jamais on produit chez nous et on garde chez nous, bio, local, tout ce que vous voulez, et on garde chez nous, bah derrière, les Espagnols, ils vont remonter. Ils vont migrer. Enfin, ils vont bouger s'il n'y a pas de solidarité et de filière mise en place au niveau d'anticipation européenne. Alors là, c'est hyper philosophique ce que je vous raconte et c'est presque le milieu des bisounours parce qu'en réalité, à ma connaissance, et je peux me tromper, il n'y a aucune décision politique à l'échelle européenne pour anticiper ce problème. Si je Alors peux déjà, juste ce que tu dis concrètement, c'est qu'aujourd'hui, une grosse partie de notre production légumière, voire de fruits, vient d'Almeria, vient d'Espagne.
Ouais, Et qu'en fait, ça, il va falloir inverser ce rapport-là, parce qu'en fait, ça va devenir l'Europe du Sud, enfin la France et les zones plus tempérées, qui vont pouvoir produire pour, à leur tour, pouvoir alimenter l'Espagne. C'est un peu ça que tu dis. exactement. Tu as par exemple l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est exactement pareil. Je l'ai pas ici. Non, je l'ai pas ici. L'huile d'olive, elle est essentiellement produite à Séville, Cordoue et dans toute cette zone-là qui est l'Andalousie. Je suis désolé, dans l'avenir, c'est une désertification qui est en cours. Et donc, il y a un moment, l'huile d'olive doit être produite dans soit le nord de l'Espagne, le plateau, ou alors le sud-ouest, le sud-est de la France, et surtout le sud-ouest. Ça deviendra intéressant en termes climatiques. Dans ce cas-là, anticipons, investissons dans l'huile d'olive, qui est, pour certains pays, c'est pas juste c'est un aliment à part entière, c'est pas juste une sauce qu'on met. Je veux dire, en Espagne, l'huile d'olive, ça rentre beaucoup plus dans les plats que juste une vinaigrette en France, quoi. Et puis, je viens du Liban, l'huile d'olive, chez nous, ça fait partie de notre équilibre alimentaire, quoi. C'est important. C'est pas juste pour mettre de l'huile sur la plaque pour pas que la viande colle, hein. C'est vraiment un aliment qu'on met dans nos plats. Et, euh, et, euh, et au final, qu'est-ce qu'on fait? Il faut investir des oliviers en France pour qu'on ait une maturité de la filière importante en 2050, pour suppléer à ce que 50% de la production mondiale vient d'Andalousie, pour, su- pour éviter ces problématiques de rupture mondiale. Et, et, et on travaille pas là-dessus. Du moins, les agriculteurs le font, ils plantent des oliviers. Mais on n'a pas une structuration à Mm. l'échelle européenne. Tu vois, la pomme de terre, la betterave qui s'éloigne vers les Flandres, vers la Suède, tout ça, vers l'Angleterre. On n'a pas une structuration européenne, une réflexion européenne sur ces sujets-là. Euh, et je pense qu'il faut trouver un juste équilibre entre se replier sur soi-même et oublier ce qui se passe au sud, et être exubérant et vouloir absolument vendre notre blé dans tous les pays du monde, euh, et produire en surproduction en France. Tu vois, il faut trouver un juste milieu qui soit cohérent. Et là, c'est pas qu'on n'a pas de juste milieu, c'est qu'on n'a même pas de cap pour Mm. savoir où est-ce qu'on va. Tu vois, on est vraiment au début. C'est un peu ce que dit Alexandre là, dans son dernier commentaire où il parle justement de bah, voilà, trouver cet équilibre entre une nécessaire. Bah, effectivement, il ne s'agit pas de dire qu'on va arrêter sans doute d'exporter, mais en même temps de voir qu'avec dans un futur aussi où l'énergie va coûter plus cher, produire plus localement, ça va devenir aussi un levier, quoi. Il va falloir relocaliser une partie de l'alimentation sans doute, sortir un peu de ces exports à tout va, et quand même, ces exports vont quand même aussi continuer d'exister, parce qu'effectivement, comme précisé aussi dans son commentaire plus haut, Solutopia, ben, par exemple, un pays comme l'Égypte peut pas nourrir, ne produit que 14% du blé Ouais. dont elle a besoin. Donc, on est dans ces équilibres entre effectivement solidarité internationale et bah, création de devises aussi, peut-être pourquoi pas. Donc, pas dire qu'on va faire de l'isolationnisme non plus, mais en même temps, il faut qu'on arrive à résoudre une équation à plusieurs inconnus qui est quand même assez balèze, où énormément de gens ont envie de manger, ont besoin de manger, et il y a des zones en fait qui deviennent, comme on disait pour l'Espagne, qui vont devenir impropres à produire dans les proportions où c'est aujourd'hui, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est les politiques qui ont cette équation dessus. Eux, ils sont élus tous les 5 ans, donc en fait, ils n'y travaillent pas. Et en fait, personne n'est en train d'y travailler. C'est un peu quelque part, l'impression que ça donne, c'est que c'est un peu voilà, l'initiative privée. Donc ça peut être le cas des industries agroalimentaires qui voient des opportunités de s'implanter là ou là, d'accaparer des terres ou de faire des gros conglomérats pour faire de la production en masse peut-être et pour répondre à une demande. Mais si on revient au niveau de nous, de nos échelles et de nos agriculteurs, on voit bien que ces différentes échelles de temps et ces différentes échelles géographiques et de logique de production sont pas du tout intégrées. C'est là où ça devient un peu vertigineux, quoi. C'est-à-dire que la problématique devient vraiment extrêmement complexe quand on passe 2040, 2050 et que tout ça s'accélère, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc Je la suis d'accord réponse, elle avec est tout ça. évidemment pas simple, elle est un peu plurielle, quoi, de ce que je comprends que tu nous dis aussi et de ce que disent les collègues du chat, on a besoin aussi de local et d'autoproduction, et en fait, on ne peut pas abandonner sans doute aussi complètement le fait d'exporter, ou alors ça se Ouais. rebascule, nous, on n'est plus en capacité de le faire, c'est la Russie qui reprend ses grands marchés d'export, parce que eux, ils ont... Mais en fait, comme on ne se coordonne pas entre pays non plus, parce qu'en fait, en ce moment, en plus, c'est pas du tout l'ambiance du moment, de faire de la coopération internationale, on voit qu'on est dans des logiques de compétition, et qu'en fait, c'est aussi ça qui vient rendre ça très très compliqué, quoi. On est dans une course en fait effrénée à la compétitivité et à la concurrence, au lieu de peut-être se répartir aussi à un moment donné par avantage comparatif, donc Ricardo, là, comme tu le dis Alexandre, des productions qui seraient peut-être plus intéressantes d'avoir, quoi, et de se coordonner après, de rééchanger entre nous des productions.
Alors, je ne sais pas si ça se Yes. fait naturellement par la main invisible du marché ou si ça, en fait, on a plutôt l'impression que ça marche pas trop, et que ça sert plutôt les gens qui spéculent et qui ont des grands groupes, quoi. Et pas forcément le consommateur final. Ouais, je pourrais pas te dire là. Je ne pourrais pas te dire. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que les marchés, ils aiment bien la stabilité. Donc, tout ce qui est nouvelle production, tout ce qui est tout ça, tout ce qui est impact climatique, c'est toujours le bordel. Mm. Mais là, quand même, Et on rentre dans une zone d'aléa très fort. Donc, les grands ouais, groupes, alors, ils vont devoir aussi s'adapter à ça. C'est déjà le ouais, il n'y cas. a pas que le climat là, hein. Le Là, tu as des cacao. problèmes de stabilité mondiale, de volonté presque masculine et uniquement, hein, d'ailleurs masculine, d'être le plus fort, le plus de ressources, le plus de territoire. J'ai l'impression qu'on retourne à l'époque de Napoléon là. On n'est plus dans une solidarité et je pense qu'on doit y faire face aussi en dehors de l'Europe. On n'est plus dans une forme de solidarité et il y avait deux choix. Il y avait deux choix pour faire face au changement climatique. Et donc, on savait très bien qu'il y allait y avoir des problèmes de ressources, des problèmes dans l'avenir, qu'il y ait des problèmes écologiques, tout ça. Il y avait deux choix. Le premier choix, c'était de réduire notre train de vie, tout en restant un bon train de vie, hein. Euh, Travailler sur le local, travailler sur l'humain, le partage, la solidarité. Ça, c'est ce que l'Europe, c'est les valeurs de l'Europe. En dehors de l'Europe, ils en ont rien à battre de ça. C'est plutôt la deuxième voie qu'ils ont choisie. Face à un problème de manque, on se tape dessus, ou on s'accapare des ressources. Ça, c'est la voie en dehors de l'Europe. C'est l'Amérique, ça. C'est l'Amérique, s'accaparer des ressources par la force. Euh, et, et, et donc voilà, tu peux répondre à cette problématique du manque de ressources et d'impact du changement climatique par ces deux voies-là. L'Europe a choisi la voie vertueuse et humaine. Les autres pays du monde n'ont pas choisi la voie vertueuse et humaine. Et, et c'est une réalité. Et je ne sais pas si on a le droit de dire qu'on est naïf ou pas, parce que moi je trouve que c'est la bonne voie, la version humaine, bien sûr. Mais on n'a peut-être pas mis assez l'option sur la table que les autres personnes sont peut-être pas aussi vertueux au niveau humain que nous. Et on a pensé que le monde entier allait devenir vertueux au niveau climatique et au niveau environnemental. Et ce qu'on voit là, c'est l'inverse. C'est un monde à deux voies, un monde de l'Europe et un monde des autres puissances qui se tapent dessus. Et j'espère qu'ils vont juste pas venir taper chez nous. Enfin, pas plus proche que l'Ukraine. Mm, mm. C'est vachement négatif ce que je raconte. Je sais pas si on peut finir par un truc genre hyper positif. Hyper positif, ou en tout cas montrer aussi ce qui va bien et ce qui prend de bonnes directions sur ces logiques d'adaptation. Tu parlais tout à l'heure d'agriculture de conservation, j'ajoute aussi l'agriculture de conservation biologique. Alors, c'est des pratiques qui aujourd'hui, même si elles ne sont pas grandement soutenues par les pouvoirs publics, comme tu l'as bien souligné, on disait bah, il faudrait que la PAC elle puisse accompagner et pallier et tout sur le trou de production qu'il y a. On a l'impression quand même que de plus en plus de gens, en fait, y viennent. Ce qui a aussi un effet sur la réduction des produits qui sont des phytos qui sont mis dans les sols. Oui. Euh, du coup, il y a ça d'un côté. Alors, est-ce que toi, t'en vois d'autres? Est-ce que tu parcours quand même la France? Qu'est-ce que tu vois comme signaux faibles aussi, que malgré en fait le manque de soutien public, on va dire, il y a quand même aussi du progrès sur le terrain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, là, je m'attarde plus en ce moment, sur la volonté de l'agriculteur. Il y a de la volonté qui est sur le terrain, il y a de la mise en place de nouvelles filières d'agrumes dans le Languedoc, de pistaches, de l'huile d'olive, de vanille, enfin, et je suis toujours étonné de tous ces agriculteurs qui, sans aide de l'État, ils se disent, allez, j'en ai rien à foutre. J'ai envie de faire ça, je le fais. L'abricot, maintenant, on a des coopératives à Dijon qui travaillent sur l'abricot et la pomme, ce qui est juste incroyable dans les plaines céréalières de Dijon. Enfin, c'est vachement motivant. Heureusement que je suis avec des agriculteurs et que c'est motivant. Il y a une espèce de solidarité parce que franchement, quand je me retrouve devant des politiques, j'ai, j'ai pas envie de perdre ma volonté de faire changer les choses parce que je me retrouve devant un mur, quoi. Hmm. Voilà. Je, heureusement que les agriculteurs sont là et franchement, quand il y a une volonté sur le terrain, je sais qu'on peut y arriver, sans aide ou pas. Je sais que les agriculteurs mettront plus de temps, mais ils s'y adapteront. Il y a plein de gens qui travaillent sur l'agriculture de conservation des sols ou des Hmm, formes hmm, hmm, hmm. d'agriculture de conservation des sols. Il y a encore pas mal de boulot à faire sur tout ce qui est pesticides. Ça, c'est pas mon rôle, mais je le vois par mes collègues qui ont plus de mal sur les pesticides. Sur l'agencement du paysage aussi, on a un peu plus de mal, même s'il y a des agriculteurs qui replantent des haies.
Mais moi, je vois plus d'agriculteurs qui replantent des parce que c'est ceux qui viennent en conférence, mais ceux qui en arrachent, ils viennent pas en conférence. Donc, tu vois, il y a aussi Il y ça a un biais, il qu'il y a faut un dire. biais. Euh, mais, euh, mais il y a une volonté et il y a des actions terrain. Et je sais que d'ici 10 ou 15 ans, si vous voulez un ministre de l'Agriculture, quand mes enfants seront un peu plus grands, bah, je le ferai et je serai ministre de l'Agriculture. Et puis on va accélérer tout ça et puis tout ira bien. Voilà. Je suis peut-être un peu naïf encore. Mais on peut pas être cynique tout le temps. Non, mais il y a des trucs. Il va falloir qu'il y ait des choses qui aillent mieux aussi et des gens de bonne volonté. Et c'est vrai que tu as raison de le souligner. Moi, c'est ce qui m'avait beaucoup touché aussi en faisant le film. Bah, que les agriculteurs sont d'une abnégation absolument incroyable sur le terrain. Alors, il y a aussi du désespoir, il y a du mal-être, et il y en a beaucoup, mais il y a quand même un courage et une dignité qui est là, qui vraiment force le respect, quoi. Moi, c'est ce qui m'a aussi beaucoup poussé à amener à continuer à diffuser le film, là, parce que ça va faire 2 ans et demi là, qu'on travaille dessus. C'est aussi rendre hommage à ça, c'est aussi toucher le grand public en leur disant que bah, essayez de vous mettre à la place des agriculteurs et agricultrices. Souvent, il y a des postures qui sont très jugeantes, sans vraiment connaître le fond des difficultés et la complexité qu'il y a à produire, hein. Moi, il y a des gens aussi, par rapport aux questions de production en bio et tout, qui sont venus me dire, mais nous, on va plus avoir d'autre choix que se déconvertir, puisqu'on n'arrive plus à écouler en bio, etc. Donc, des fois, tout n'est pas si manichéen aussi, et il y a de vraies difficultés, et en tout cas une vraie envie de produire, de faire son travail dignement, d'être rémunéré correctement, et là, ça achoppe quand même beaucoup. Donc c'est là où Ouais. on voit maintenant chaque année ces manifestations agricoles, chaque mois de janvier, on voit qu'en fait, il y a quelque chose d'assez récurrent qui est alimenté par le changement climatique, mais qui n'est pas, évidemment, qui est bien plus ancien que ça, et qui est quand même un délaissement de la profession agricole qui est aujourd'hui en fait de plus en plus prise dans des logiques mondiales. Il y a encore le Mercosur qui est en train d'être adopté au moment où on se parle au Paraguay. Donc il y a voilà, il y a besoin de soutien en tout cas des agriculteurs et agricultrices. Ça a été aussi une des raisons de la diffusion de ce film et d'interpeller les gens en leur disant ben, allez voir, allez poser des questions, partez pas sur vos a priori parce que finalement moi-même en faisant cette enquête, je me suis bien rendu compte que je ne comprenais pas grand-chose sans avoir pris le temps vraiment de m'y plonger. Et en s'y plongeant, on voit la complexité du sujet. C'était du coup Jean-Marc Jancovici et le Shift Project qui avaient dit ben finalement, ils ont fait ce scénario-là agricole qui retombe sur des conclusions très proches hein, de ce qu'avait fait Solagro avant, à quelques nuances de spécialistes près, on va dire. Euh, et finalement, de dire c'est la matière la plus complexe qu'on ait eu à étudier. En fait, l'agriculture, ils venaient de faire quand même tous ces scénarios sur l'énergie, quoi. Donc, agriculture, alimentation, on est sur des sujets éminemment complexes. On voit qu'il y a plein d'échelles qui s'emboîtent. On voit qu'il y a des logiques économiques aussi qui nous dépassent, comme on y est venu aussi à le dire. À un moment donné, ça devient de la géopolitique, ça devient de la réelle politique et ça devient plus vraiment de l'agriculture à la parcelle. Et tout ça est emboîté jusqu'à la question de la santé et de qu'est-ce que les consommateurs, consommatrices peuvent au final manger et dans quelle santé ils vont être à la fin, quoi. Donc c'est des sujets passionnants. Et si vous avez une dernière question dans le chat, on peut encore la prendre. Sinon, on arrive vers la fin de notre webinaire. Et merci encore, Serge, d'avoir pris le temps de nous apporter tes éclairages et ton expérience sur ces sujets-là. Ce sera intéressant de faire le point dans quelques années, de voir aussi comment la situation évolue et si on va dire localement et au niveau national, il y a une prise de conscience plus forte qui se fait et des actions aussi qui se mettent en œuvre, notamment au niveau de la PAC et pourquoi pas au niveau national. Il y a les régions aussi, maintenant qui rentrent un peu dans le jeu et qui financent, qui saupoudrent un peu ça ou là. Mais en tout cas, ben, merci et de continuer aussi à faire le travail que tu fais sur les réseaux sociaux. On n'en a pas parlé, mais enfin, tu y vas, quoi, tu t'exposes dans un climat qui devient de plus en plus délétère, de plus en plus violent sur ces questions-là, où le simple fait d'amener des faits scientifiques devient aujourd'hui sujet d'attaque et parfois très violente. Peut-être tu as envie de nous dire un mot de ça et de toi, l'engagement que tu as par rapport à ton travail et on va dire ton rôle un peu de lanceur d'alerte par rapport à tous ces sujets climatiques et agronomiques. Bah, tu sais, on a une évolution assez négative hein, de la perception de la science dans la société ou même sur les réseaux sociaux. J'essaye de contrer ça, mais c'est un flot, c'est impossible, quoi. C'est impossible. J'essaie d'apporter du factuel, j'essaie mettre le moins clivant possible, de faire du mieux, en fait, pour aider l'agriculture avec les données climatiques. Je suis pas parfait non plus, hein, je le conçois. J'ai un chapeau de cow-boy, oui, ça dérange certains. Mais je, je- là, je vais revenir sur une note négative, hein, mais
je suis plutôt pessimiste par rapport à l'évolution des scientifiques sur les réseaux sociaux, par rapport à la place du scientifique dans les décisions politiques. Franchement, si on peut faire un saut, revenir en arrière, et pour remettre de la science et moins d'émotion, je suis preneur. Et que là, c'est dramatique de voir comment les scientifiques se font insulter et menacer de mort Mmh. parce qu'ils parlent de leur sujet d'étude. On a une polarisation des débats, alors qu'il y a des choses, il n'y a même pas de débat sur la mesure d'un thermomètre, tu vois. Même sur les faits, on est obligé de faire un débat, quoi. La date de floraison des cerisiers japonais est de plus en plus précoce, la date de floraison des pommiers est de plus en plus précoce. Il n'y a pas de débat à avoir sur le sujet, ce sont des faits. Donc là, on est vraiment revenu à expliquer des faits. Et je suis pas, en 2026, je suis pas très confiant. Peut-être après 2026, mais là, je suis pas vachement confiant. Et j'espère que les agriculteurs vont continuer à écouter les scientifiques parce qu'ils le font. C'est, c'est pas tous d'ailleurs, mais il y a encore quelques difficultés, mais c'est vraiment en termes politiques, c'est dire n'importe quoi. Voilà. Et je continuerai le combat, parce que maintenant on parle de combat, parler de son métier, c'est un combat en fait. Je continuerai ce combat pour pouvoir remettre le changement climatique comme priorité importante pour l'humanité, quoi. Autre que savoir qui va avoir le Groenland, ou savoir qui prend le pétrole du Venezuela, ou se déchirer par des bombes ou tirer sur ses populations dans certains pays, ou encore savoir si la Russie va nous envahir de l'Est, quoi. Enfin, c'est des problèmes entre humains, et ça, si on sait même pas résoudre ces problèmes-là, comment vous voulez qu'on résout un problème mondial, quoi. Voilà. Mmh, Je, mmh, mmh. je suis désolé, je suis pas de la meilleure humeur aujourd'hui, mais il y a une réalité que je peux pas non plus cacher. Voilà. Mmh. En tout cas, bravo pour ton engagement et de tenir cette flamme-là, parce que finalement, il y en a aussi beaucoup qui aujourd'hui baissent les bras à cet endroit-là parce que ça devient très compliqué. En tout cas, bah, bravo. Et puis ça alimente aussi tous les gens de bonne volonté qui cherchent à comprendre, qui cherchent à faire des choses justes et à s'en sortir par le haut. Donc, ben, merci pour ça. Merci de continuer à alimenter cette connaissance, cette compréhension de ces phénomènes complexes. Et ben, merci à tous les participants du chat. On était une petite cinquantaine là à suivre du coup l'échange. Et ben, merci à tous et à toutes. On peut rester en contact bien sûr par la suite. Et puis, n'hésitez pas à programmer la théorie du boxeur pendant le mois de janvier dans des conditions tout à fait gratuites pour les organisations agricoles. Et puis par la suite, avec toutes les déclinaisons possibles et les formations qu'on propose, il y a aussi une formation pour élus. Je le mentionne, qui existe pour élus et techniciens, techniciennes. Il y en a une prochainement animée par Solagro le 3 février, là, qui va commencer. Donc vraiment aussi pour reparler de tous ces sujets-là en faisant le lien entre territoire, biodiversité, climat et agronomie, avec une compréhension pour acheminer vers ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt la robustesse des territoires et des solutions, et pour pouvoir voilà, avancer en pleine connaissance de ces sujets, quoi. Et ben, merci à toutes et à tous, et surtout à toi, Serge, et on se Merci à toi retrouve aussi, Nathanaël. bientôt pour la suite des aventures. On reste mobilisés. À bientôt, merci. Allez, Bonne courage. journée. À Ciao. bientôt. Salut.